On nous a toujours appris à être la bonne élève. Et donc du coup, il faut toujours qu'on maîtrise quelque chose avant de se lancer. 90% des levées de fonds qui sont récoltées par des équipes 100% masculines. La capacité à oser, l'audace, l'ambition, l'entrepreneuriat, en fait ça s'apprend, c'est pas du tout inné. Quand les femmes deviennent mamans, ça pose aussi toutes les questions du sens qu'on veut donner à notre vie. Mais est-ce qu'on n'a pas envie de lever des fonds parce que ça ne nous correspond pas comme levier de financement? Ou est-ce qu'on ne veut pas lever des fonds parce qu'on nous a toujours dit que ça allait être compliqué, que ça allait être dur et que c'était pas fait pour nous? Devenir parent et entrepreneur à la fois. Et oui, aussi dingue que cela puisse paraître, certains parents décident en donnant naissance à leur premier enfant de donner naissance à un autre bébé, une entreprise. Mais lancer un projet de zéro tout en jonglant avec les couches et les biberons n'a rien d'anodin. Charge mentale intense, pression de rentabilité, inégalité financière au sein du foyer, désir de créer un projet porteur de sens. Voilà les défis que mes invités partagent au travers de leurs histoires à mon micro. C'est pour cela que j'ai voulu aller plus loin, en creusant ces sujets avec des experts pour vous offrir des conseils et réflexions inédits sur les thèmes essentiels de la parentalité et de l'entrepreneuriat. Je suis Estelle Ducommun, entrepreneuse à multiples casquettes et maman follement amoureuse de son petit bébé. Et dans ce format hors série, je m'entoure d'experts reconnus pour mieux comprendre et décrypter l'expérience des parents entrepreneurs. Marques innovantes, incubateurs, sociologues, scientifiques, organismes de financement. Découvrez dans les hors-séries Biz & Bibs des conversations éclairées sur l'entrepreneuriat en étant parent. Est-ce que l'entrepreneuriat féminin est si différent de l'entrepreneuriat masculin ? C'est ce qu'a voulu savoir Willa, l'incubateur de start-up féminines, en lançant une étude sur le gender gap dans l'entrepreneuriat avec Roland Berger et France Digital. Plus de 500 entrepreneurs et entrepreneuses françaises ont été interrogés sur leur parcours et leur vision d'entrepreneur. Et les résultats sont édifiants. Domaine, maturité du projet, âge à la création de l'entreprise, levée de fonds. Les femmes entreprennent différemment sur presque tous les points. Mais alors pourquoi ? Est-ce dû à l'éducation que l'on recevrait ? À la société patriarcale qui transmet malgré tout des clichés de genre du style « rien n'est impossible pour un homme, mais pour une femme, il faut bien étudier son projet avant de se lancer » ? Est-ce dû à la maternité qui impose une pause dans la carrière des femmes et impacte non seulement leurs finances, mais aussi leur ancienneté par rapport à des hommes dans un même poste donné, ou même leur crédibilité face à des investisseurs ? Est-ce dû au rapport à l'argent qui est si différemment vécu par les hommes et les femmes ? J'ai creusé ces questions avec Flore Egnel, déléguée générale de Willa. Depuis 7 ans, cette ex-entrepreneuse accompagne les femmes à monter leurs projets et le rendre viable grâce à du conseil et de la mise en relation. Dans cet épisode, Flore nous partage ce qu'elle et Willa ont appris sur l'entrepreneuriat féminin au travers de toutes leurs années d'expérience et l'étude spéciale sur le gender gap. Elle nous livre un portrait encourageant de l'entrepreneuriat féminin en France, où l'inspiration, les bonnes idées et les success stories sont là, mais où il reste un long travail à faire sur la déconstruction des discriminations et clichés de genre, notamment dans la levée de fonds. Alors, en quoi l'entrepreneuriat féminin est-il différent du masculin ? Je vous laisse découvrir ça dans l'épisode. Bonjour Flore, bienvenue dans Biz & Bibs. Bonjour Estelle. Merci de participer à cet épisode, le premier hors-série de l'été. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire qui tu es et surtout ce qu'est Willa ? Et quel est ton rôle au sein de Willa ? Bien sûr, merci beaucoup déjà de me donner la parole. Alors moi je suis Flore Egnel, moi je suis la déléguée générale de Willa. Et Willa c'est une association qui œuvre depuis près de 20 ans pour plus d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et notamment via une activité d'incubateur où on va accompagner des projets innovants à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et le prisme chez Willa, c'est qu'on ne va accompagner que des projets qui sont fondés ou cofondés par au moins une femme entrepreneuse. Et c'est exactement ce qu'on va creuser dans cet épisode hors série, c'est pourquoi les femmes entreprennent en devenant mères. On va toucher au sujet de ce déclic qui peut être très très féminin dans l'entrepreneuriat, qui est très souvent lié à la maternité, mais aussi des inégalités qu'il y a entre les entrepreneurs, les entrepreneuses, l'état un petit peu des lieux aussi de l'entrepreneuriat féminin en France. Et on va parler notamment de l'étude que vous avez réalisée avec donc à Willa,
avec Roland Berger et France Digital sur le gender gap dans l'entrepreneuriat. On reviendra un petit peu plus en détail dessus dans quelques temps, mais j'avais envie de commencer l'entretien en te demandant que j'avais vu moi-même que tu avais été entrepreneuse avant de rejoindre Willa. Donc maintenant, c'est plus forcément le cas, mais qu'est-ce que tu avais fait à l'époque? Tu peux m'en dire un petit peu plus aussi sur ton rôle d'entrepreneuse? Oui, tout à fait. Je suis passée de l'autre côté de la barrière, effectivement, en rejoignant Willa. En fait, en parallèle de mes études, donc en fin d'école, en dernière année d'école, j'ai commencé à travailler sur un projet à côté de mes études qui était de fabriquer un nœud papillon au crochet. Donc le crochet, c'est comme le tricot. Et au début, c'était vraiment pour m'amuser et pour faire plaisir à quelques camarades de classe. Et en fait, il a commencé à y avoir un certain engouement autour du produit parce que j'avais commencé à mettre des photos sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, en fait, vas-y, teste et apprends à lancer un site internet. Donc à l'époque, c'était sur WordPress. Il n'y avait pas le nombre d'outils qui existent aujourd'hui et qui sont un peu plus faciles de prise en main. Et en fait, c'est comme ça qu'Accrochette-moi est né. C'était en parallèle des études, en parallèle de mon premier job aussi dans l'agroalimentaire. Et au bout de 3 ans, à avoir ce projet à côté, je me suis lancée à temps plein. Et j'ai développé Accrochette-moi pendant 3 ans. Donc c'était une marque d'accessoires fabriquée au crochet et qui était vendue du coup en ligne et dans les boutiques. C'est fou parce que c'était très avant-gardiste. Le crochet, là, c'est en plein boom de nouveau. Non, mais c'est vrai, hein. Un petit peu trop, je pense. Le crochet, il y a quelques années, c'était pas du tout à la mode. Et finalement, tu as réussi à en faire toute une entreprise. Exactement. Et puis après, en fait, au bout de 6 ans à porter l'entreprise, au début, on était 2 dans l'aventure et après, j'ai été seule. Et en fait, au bout d'un moment, j'étais dans une période un peu de creux de motivation. Je savais plus pourquoi je me levais le matin. Et donc, fin 2016, j'ai décidé d'arrêter. Et du coup, début 2017, c'est comme ça que j'ai rejoint Willa, qui était anciennement Paris Pionnière. Pourquoi est-ce que tu avais entrepris à l'époque Bon, j'ai compris que c'était pour répondre un petit peu à des demandes de copines, mais qu'est-ce qui t'attirait dans l'entrepreneuriat? Alors, c'est très étonnant, c'est que depuis que je suis petite, ce qui est plutôt contradictoire avec ce que l'étude qu'on a menée révèle et dont on pourra parler juste après, c'est que j'ai toujours su que j'avais envie de devenir entrepreneuse et de monter ma propre entreprise. Plutôt pour le côté liberté, assez utopique d'ailleurs, mais liberté de l'entrepreneuriat, pour avoir un impact aussi sur la société et essayer de faire bouger la société à mon échelle. Et vraiment de créer de la valeur pour moi et de pouvoir créer de l'emploi. Et donc quand je me suis lancée au début, c'était vraiment par opportunité et plutôt pour l'envie de continuer à monter en compétences en autonomie. Et en fait, pareil, par opportunité, les retours du marché, finalement, c'est devenu une entreprise qui est devenue rentable et que j'ai décidé d'arrêter finalement au bout de 6 ans. Mais c'était pour toutes ces raisons que j'ai décidé d'entreprendre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'attire dans l'accompagnement d'entreprises qui sont fondées par des femmes au sein de Willa? Alors justement, au début, quand j'ai rejoint l'association, je voulais être au contact de plein d'autres entrepreneuses pour potentiellement me réassocier et me relancer dans l'aventure entrepreneuriale. Bon, finalement, ça fait 7 ans, plus de 7 ans maintenant que je suis chez Willa. Et en fait, parce que justement, je retrouve cette fibre entrepreneuriale et le fait de devoir construire quelque chose et développer l'association avec des différences, mais aussi beaucoup de similitudes avec une entreprise classique. Et après, moi, ce qui vraiment me motive et me fait me lever au quotidien, c'est vraiment essayer de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, parce qu'aujourd'hui, les femmes sont très désavantagées dans l'aventure entrepreneuriale, que ce soit au tout début, quand on passe de l'idée à l'action, à la création d'entreprise, que sur les financements, que sur la partie commerciale, sur la posture. Aujourd'hui, les différences sont vraiment flagrantes. Et donc c'est le sens finalement qui me fait me lever chaque matin et qui me fait dire j'ai encore du pain sur la planche, mais c'est ça qui fait que depuis 7 ans je me lève et je travaille pour Willa avec aussi une équipe. Et moi, l'un de mes leitmotifs qui est très important, c'est l'équipe et l'aventure humaine au quotidien. Qu'est-ce qui te fait, enfin ça fait maintenant 7 ans que tu es au sein de Willa,
Donc je pense que tu as une bonne idée un petit peu de l'état des lieux de l'entrepreneuriat féminin. Pour toi, qu'est-ce qui fait que l'entrepreneuriat féminin est spécial? Alors, il y a plein de différences. Alors, c'est vrai que je vois beaucoup les désavantages au quotidien. Parce Ouais. que, notamment, si on revient sur les chiffres entre les hommes et les femmes, dans l'entrepreneuriat au sens large, il y a moins de 40% d'entrepreneuses. Donc on est OK. loin de la parité. Si on prend l'innovation et le secteur de la tech, là on passe en dessous de 15%. Donc il y a vraiment beaucoup moins de Ah femmes. ouais. Sur le financement, un autre chiffre très parlant, c'est qu'il y a 90% des levées de fonds qui sont récoltées par des équipes 100% masculines. Donc c'est assez affolant d'avoir finalement ces chiffres-là. Et donc c'est en ça aussi où l'entrepreneuriat est spécial. Si on regarde aussi les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes, finalement aujourd'hui en France, en 2024, on a encore plus de 15% d'écart salarial entre un homme et une femme salariée. Ce qui fait que cet écart finalement se répercute aussi sur l'épargne et le patrimoine qu'on peut avoir. Et du coup, quand on veut se lancer Mmh. dans l'entrepreneuriat, en tant que femme, j'ai moins de fonds propres, moins de capital social à mettre dans mon entreprise. Mais donc, si j'ai moins de fonds propres, j'ai potentiellement moins de prêts bancaires, moins de subventions, moins de prêts d'honneur. Et c'est vraiment un cercle vicieux, une chaîne vicieuse du financement. Donc, il y a vraiment Ouais. des choses à faire pour rétablir un peu plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Et puis, il y a toujours aussi cette charge mentale et toutes les tâches de la famille, les tâches domestiques, incombent encore beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Même si ça progresse, il y a encore beaucoup de disparités. Ouais, tout à fait. Et donc là, tu donnais quelques chiffres assez intéressants sur les secteurs, où sont présentes les femmes dans l'entrepreneuriat. Justement, au sein de Willa, vous accompagnez les femmes dans quel type, voilà, de secteur ou d'industrie? Où est-ce que vous les voyez les plus, représentées, en tout cas au sein de votre incubateur? Oui, alors nous, on est généraliste. Donc, on accompagne des projets qui sont dans tous les secteurs d'innovation. Donc, nous, le prisme, c'est l'innovation. Donc on a des projets qui sont dans le secteur de la finance, du sport, de l'alimentation. On a des projets de R&D dans la santé, dans la biotech, dans la deep tech même. Après, on voit qu'il y a quand même certains secteurs où les femmes entreprennent plus, beaucoup liés sur des secteurs de la petite enfance, du bien-être, beaucoup finalement les Ouais. métiers liés à un impact social, parce que les femmes, on est souvent drivées par l'impact social qu'on peut avoir avec notre entreprise, avec notre entreprise. Mmh. Et donc, on en voit beaucoup dans ce secteur-là. Nous, on est Oui, spécialisés c'est sur... finalement des secteurs où on prend soin de l'autre, en fait. Exactement, c'est exactement ça. Ouais, Et nous, ouais. par contre, on est sur des projets qui sont jeunes, puisqu'on va accompagner uniquement des projets qui vont du stade de l'idée jusqu'aux 3 premières années d'activité. D'accord. Donc vous accompagnez aussi, par exemple, donc des femmes à lever des fonds, à construire leur équipe. Sur quoi est-ce que sur quel type de sujet vous pouvez accompagner les femmes au sein de Willa? En fait, on va accompagner aussi bien sur des compétences techniques, comme justement tu viens de citer, sur comment lever des fonds, comment communiquer, tout ce qui va être autour du juridique, tout ce qui va être autour de comment vendre. Et la force de Willa, c'est vraiment d'accompagner sur la posture de femme chef d'entreprise. Donc de travailler des thématiques plus liées aux soft skills, sur le leadership, la confiance en soi, la prise de parole en public. Vous avez du coup c'est des programmes qui sont présentiels, de ce que j'ai compris, et des programmes en ligne? Exactement. On a quelques programmes historiquement finalement qui sont restés en présentiel, puisque nous on a des bureaux uniquement dans Paris. Et après, on a la majorité des femmes qu'on accompagne, ou des équipes mixtes qu'on accompagne, qui sont partout en France et même à l'international, via des programmes en distanciel. Donc il y a des contenus asynchrones, donc à regarder sous forme de vidéos et des exercices Mmh. à travailler en autonomie. Mais on a aussi du coup du coaching individuel avec des experts et des expertes, qui est aussi du coup en distanciel, et des ateliers de programme, des cafés virtuels comme on les appelle. Et ça permet finalement d'accompagner des femmes qui sont dans des milieux plus ruraux ou qui sont éloignées ou qui ne peuvent pas forcément se déplacer facilement. Et ça permet du coup d'être accompagnées là où il n'y a pas forcément de solution d'accompagnement dans sa ville. Et d'ailleurs, est-ce que tu connais par exemple le taux de parce que ça, le taux de succès dans les startups, c'est tout un tout un débat, tout un domaine.
Est-ce que tu connais le taux de succès, des startups que vous accompagnez? Puisque là, tu me disais que c'était intéressant parce que vous les accompagnez de l'idéation jusqu'aux 3 ans. Tu connaîtrais, ce chiffre? Oui, bien sûr. Alors sur les programmes d'idéation, on aide vraiment au début de je me lance ou je n'y vais pas. Là, en fonction des dispositifs, on a à peu près 40% des femmes qui suivent ce programme qui derrière créent une entreprise. Donc ça peut être se mettre à son compte, ça peut être développer une start-up, ça peut être créer une association. C'est pas forcément une start-up, mais c'est vraiment se mettre à son compte et développer une entreprise. Et ensuite, sur les programmes un peu plus avancés, quand les statuts sont déjà déposés, on a un taux de pérennité à 5 ans qui est de 70%. Donc ça veut dire Ah ouais, 70% c'est des pas mal ça. startups accompagnées existent encore. Après, ça va être plutôt des PME, TPE, pas forcément des startups. Mais Ouais, du coup, ça reste des entreprises qui créent de la valeur, oui. qui créent de l'emploi. Et pour nous, c'est très bien. Les échecs seraient liés à quoi, selon toi? Il y a vraiment beaucoup de facteurs, mais ce que je constate sur le terrain, c'est que c'est souvent une inadéquation entre le projet, la personne ou l'équipe dirigeante et la maturité du marché. Mmh. Il y a pas une cohérence finalement entre, ce qu'on veut faire et la réalité du marché. Il y a peut-être pas de besoin finalement? Soit le marché n'est Mmh. pas encore prêt, c'est trop en avance, soit le modèle économique n'est pas encore le bon parce qu'il faut totalement l'inventer, soit tout simplement des problématiques de la vie qui font qu'on n'est pas au stade de développer l'entreprise, un problème personnel, un problème familial, un dysfonctionnement avec ses associés, ça arrive très souvent aussi, et ce qui Ouais, parfois peut entraîner du coup l'arrêt du projet. d'accord. Alors j'ai envie de creuser un petit peu plus justement, l'entrepreneuriat féminin et justement la différence qu'il peut y avoir entre entreprendre quand on est un homme, entreprendre quand on est une femme, en, creusant un petit peu plus avec toi, l'étude que vous avez réalisée donc avec, Roland Berger et France Digital, le gender gap dans l'entrepreneuriat. Tout d'abord, pourquoi est-ce que vous avez réalisé cette étude-là? Vous l'avez réalisée cette année, c'est ça? Exactement, on l'a réalisée fin 2023 et elle est sortie début 2024. Et en fait, on l'a réalisée parce qu'on voyait sur le terrain et chez Willa des intuitions et on voyait des différences entre les hommes et les femmes. Et en fait, on voulait mettre des chiffres sur des intuitions qu'on avait, donc pour arriver à objectiver. On voulait arriver à dresser un portrait un peu type entre les hommes et les femmes, surtout pour que derrière, on puisse émettre des recommandations pour favoriser aussi plus d'égalité dans l'entrepreneuriat innovant entre les hommes et les Mmh. femmes. Et donc on a mené cette étude la fin 2023 et notamment avec France Digital pour derrière avoir des recommandations sur d'autres structures d'accompagnement, sur les pouvoirs publics aussi qui ont un rôle énorme à jouer, et puis finalement aussi sur toute personne, puisqu'à notre échelle, on peut influencer aussi l'entrepreneuriat féminin. Bien sûr. Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, un premier chiffre qui m'a marqué, c'est l'étude montre que les femmes se lancent en moyenne 10 ans plus tard que les hommes dans l'entrepreneuriat. Donc, selon toi, c'est quoi les principaux obstacles qui retardent en fait ce lancement pour les femmes? Pourquoi est-ce qu'elles se lancent autant de temps après, en moyenne, que les hommes? Alors il y a beaucoup, enfin il y a plusieurs raisons. Déjà, j'ai envie de citer, on nous a toujours appris à être la bonne élève. Et donc du coup, il faut toujours qu'on maîtrise quelque chose avant de se lancer et avant de penser qu'on peut y arriver. Donc souvent, quand on échange avec des jeunes femmes, elles disent bah non, moi j'ai envie de travailler d'abord, de me former à l'entrepreneuriat, parce que finalement on n'apprend pas à être entrepreneur ou entrepreneuse. Et donc, Ouais. j'ai besoin de me former, de rouler ma bosse, comme on dit, pour me sentir plus légitime à y aller. Après, il y a la question aussi des ressources financières. Nous, on nous a souvent appris, en tant que femmes, à rester à notre place, à assurer les arrières. Parce que même dans l'histoire de notre société, les femmes s'occupaient des foyers et donc géraient aussi les budgets du foyer. Et finalement, on a Mmh. aussi un héritage comme ça dans notre éducation, quelle que soit notre catégorie socio-professionnelle, à se dire je dois assurer mes arrières et donc je dois aussi mettre de côté avant de me lancer. Ce qui n'est pas du tout, c'est important je trouve de le souligner, ce qui n'est pas forcément bien ou pas bien, c'est juste que statistiquement, il y a plus de femmes qui pensent comme ça. Mais Mmh. en soi, c'est très bien aussi d'attendre
quelques années avant de se Oui, lancer, bien sûr. pour avoir plus d'expérience, avoir plus de réseau quand on veut développer son entreprise et trouver des clients, et avoir aussi plus de moyens financiers potentiellement. Oui, parce que ça veut pas dire non plus que ceux qui se lancent plus tôt réussissent mieux. Enfin, il y a pas Exactement. forcément de corrélation par rapport à ça. Exactement. Sinon, il y aurait déjà une recette miracle pour devenir entrepreneur à succès. C'est ça. Et comment est-ce que tu penses qu'on pourrait encourager les femmes à envisager l'entrepreneuriat plus tôt, même avant de devenir maman, par exemple? Enfin, sachant que je dis ça, mais parce qu'on est un podcast de la parentalité, mais il n'y a aucune obligation à devenir maman. On peut tout aussi bien envisager voilà, une très belle carrière, ne pas forcément envisager d'avoir des enfants. Mais dans ce cas-là, effectivement, comment est-ce que tu penses qu'on peut encourager les femmes? Ce serait peut-être, comme tu le disais, un changement dans l'éducation? Oui, il y a plusieurs leviers. Alors c'est vrai que si le premier levier, c'est de changer l'éducation des garçons et des filles et donc d'agir dès le plus jeune âge. Après, si on parle de ce levier-là, ça paraît titanesque et donc ça peut être un peu démoralisant de se dire, mais Ouais. en fait, avant du coup de faire bouger les nouvelles générations, il va falloir attendre 20 ans, 30 ans, 40 ans pour que ça évolue. Mais c'est quand même un des leviers. C'est de donner aussi les clés aux femmes et aux jeunes femmes d'aller vers l'entrepreneuriat, d'aller vers des métiers du numérique, de la tech, qui aujourd'hui sont très masculins, alors qu'il y a une époque où c'était majoritairement les femmes qui étaient dans ces secteurs-là. Donc des sensibilisations, l'intégrer dans les formations à l'école, au collège, au lycée, mais aussi post-bac. Ça peut être aussi de mettre en place des événements de sensibilisation. Il y a par exemple des associations comme 100 000 entrepreneurs qui mobilisent des entrepreneurs et des entrepreneuses pour aller parler dans les écoles et montrer que c'est possible et finalement montrer des rôles modèles très divers de par les parcours, de par les profils pour qu'on puisse s'identifier. Je sais que moi, quand j'étais en école, on nous donnait tout le temps les mêmes rôles modèles et je m'identifiais pas du tout à ces femmes-là. Ouais, c'est souvent des grands Américains qui ont construit Exactement. les startups tech, ok, Google, Amazon, Facebook, ouais, c'est top, mais on veut pas tous créer le dernier Google, Amazon ou Facebook, quoi. Exactement, donc c'est important aussi, et même si du coup vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse et que vous nous écoutez, mais c'est important de partager votre parcours, votre histoire, qu'est-ce qui vous motive à vous lancer dans l'entrepreneuriat, et même si parfois on a l'impression que c'est pas utile, en fait c'est utile pour d'autres personnes qui vont pouvoir s'identifier. Donc ça c'est vraiment important. Et après je pense qu'il y a aussi des formations à mettre en place, la capacité à oser, l'audace, l'ambition, l'entrepreneuriat, en fait ça s'apprend, c'est pas du tout inné. Finalement, tu disais être entrepreneur, ça ne s'apprend pas, mais ça peut quand même s'inculquer un petit peu plus tôt dans l'éducation, notamment, on va dire, les bases de l'éducation, puisque on inculque souvent un petit peu les métiers traditionnels à l'école, Ouais. alors qu'en fait, il y a des milliers de pistes de carrière. Il y en a de plus en plus de nouvelles avec les nouveaux métiers du digitaux. Et puis finalement, quand on est entrepreneur, on invente bien souvent son métier. Tout à Donc fait. c'est pas mal d'inculquer ça aussi, d'intégrer ça en tout cas dans les parcours académiques un petit peu plus classiques. L'entrepreneuriat, souvent on l'entend comme la création d'entreprise. Mais finalement, si on revient à la définition du mot entreprendre, ça veut dire se mettre en mouvement. Et donc finalement, la fibre entrepreneuriale ou l'esprit d'entreprendre, on peut l'appliquer qu'on soit salarié, qu'on soit à son compte. Et c'est des choses qu'on peut développer, quelle que soit sa profession. Et en plus, on peut être entrepreneur ou entrepreneuse à l'instant T, et puis revenir dans le salariat et se relancer dans l'entrepreneuriat. Donc c'est pas forcément un chemin linéaire aussi. Oui, tout à fait. Les deux ne sont pas, on va dire, opposés. Moi, j'ai eu beaucoup d'invités dans le podcast qui sont... Enfin, il y en a même une qui était salariée et entrepreneuse. Il y en a qui sont entrepreneuses qui ont une activité à côté. Il y en a qui, voilà, m'ont dit, moi, en vrai, si j'ai une très, très bonne opportunité dans le salariat, je vois pas pourquoi j'y retournerai pas. Mais c'est vrai que, bon, pour l'instant, je kiffe ma vie d'entrepreneuse. Donc je veux y rester. Mais c'est pas... en tout cas, sur les réseaux sociaux ou dans les milieux d'entrepreneuriat, on voit souvent les deux mis en opposé, alors que finalement, il y a bien souvent des relations qui peuvent se tisser entre les deux statuts. Tout à fait. Alors, dans l'étude, je reprends un petit peu voilà, ce que j'ai surligné, on va dire, dans ma lecture de l'étude. J'ai lu que le désir d'entreprendre chez les femmes émergeait souvent en réponse à des obstacles ou des opportunités.
Pourquoi est-ce que devenir maman, c'est un déclencheur significatif pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Sachant qu'effectivement, c'est quelque chose que vous avez vu en interviewant toutes les entrepreneuses qui ont fait partie du panel de l'étude, que devenir maman, c'était un déclencheur pour se lancer à son compte. Tout à fait. On a vu que les femmes se lançaient souvent quand il y avait quelque chose qui leur donnait un petit coup de pouce ou un petit coup de pied. Ça dépend de la façon dont on le voit. Et donc, ça peut être suite à un licenciement, suite à une démission, suite à un plan social ou suite à un projet de parentalité. Et en fait, c'est difficile quand on s'installe dans le salariat de quitter le salariat parce que certes, on peut avoir plus de financement potentiellement et on a plus d'expérience et plus de réseau, mais on a aussi un confort du quotidien. Et donc le fait d'avoir quelque chose qui nous pousse, ça sort de finalement de notre quotidien et ça nous pousse à se lancer vers l'entrepreneuriat. Et le côté parentalité, souvent quand les femmes deviennent mamans, ça pose aussi toutes les questions du sens qu'on veut donner à notre vie. Et donc, et on le voit beaucoup aussi dans les entrepreneuses qu'on accompagne. Il y en a beaucoup qui se lancent après leur premier enfant ou leur deuxième enfant avec l'envie d'avoir un impact sur la société qu'elles ne trouvent pas ou qu'elles ne trouvent plus en tout cas dans leur métier de salarié. Et donc finalement, devenir entrepreneuse, c'est le moyen de répondre à leur mission et à leur envie et la vision personnelle qu'elles ont. C'est vraiment la recherche de sens et d'impact, ce qui du coup est très cohérent avec le fait qu'on se lance en tant que femme plutôt dans des métiers du care et du social. Oui, c'est sûr. Ouais. Et d'ailleurs, je voyais, parce qu'on n'oublie pas les hommes, il y en a aussi qui entreprennent après devenir parents. Mais c'est vrai que les femmes sont plus nombreuses parce qu'en tout cas, selon votre étude, il y a 1/3 des femmes qui entreprennent après avoir eu un enfant contre 1/5 des hommes. Est-ce que tu penses que du coup, ça reflète une différence dans les motivations entre les hommes et les femmes qui entreprennent? Je pense surtout que c'est lié aussi au fait que les femmes attendent plus longtemps avant de se lancer dans l'entrepreneuriat et du coup arrivent à un âge où on a plus l'envie de fonder une famille puisqu'on arrive entre 30 et 35 ans en fonction des parcours. Donc c'est aussi le fait d'attendre qui fait qu'il y a des enfants. Et puis après, on le voit avec les entrepreneurs et entrepreneuses qu'on accompagne, il y a aussi une horloge biologique qui est plus tôt pour les femmes et ce qui du coup pousse les femmes à devenir mères avant les hommes à devenir pères. Et il y a aussi un peu de désinformation, ou en tout cas c'est assez compliqué quand on est entrepreneuse et qu'on devient maman. Du coup il y en a aussi beaucoup, de par les échanges qu'on a pu mener, qui profitent aussi du salariat pour profiter du congé maternité. Parce que quand on est entrepreneuse, c'est difficile, surtout si on est solopreneuse et que du coup on est toute seule à la tête de l'entreprise, de s'arrêter totalement. Sauf qu'on le sait qu'il faut aussi se préserver et du coup c'est important. Là, quand on devient mère ou quand on devient père, il y a aussi un moment de pause entre guillemets professionnelle. Mais c'est fou parce que finalement, du coup, les femmes prennent ce temps sur le congé maternité pour lancer une entreprise. Sauf qu'en fait, franchement, pour moi, en sortir à peine le congé maternité, c'est une expression trompeuse. Hein. C'est tout sauf un congé. Nous, on milite pour que ce soit doit s'occuper d'un petit bébé. Ah oui, donc, nous, on milite pour que ça s'appelle un arrêt parentalité. Ouais. Parce que c'est pas du tout un congé, ouais. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les hommes et les femmes ne voient pas en tout cas la réussite de leur start-up de la même façon. Il y avait une autre donnée de l'étude, c'était que les femmes ont comme principal critère de réussite à 5 ans la rentabilité, donc 77% versus 63% chez les hommes, alors que les hommes considèrent plutôt, eux, avant tout l'atteinte du leadership dans leur secteur comme un facteur de réussite de leur start-up. On est à 65% versus 56% chez les femmes. À ton avis, comment est-ce que le fait de devenir parent, ça peut influencer justement ces priorités-là ? Alors ça, pour le coup, sur ce chiffre, on n'est pas forcément lié sur la parentalité. C'est surtout que les hommes et les femmes ont une éducation très différente et un rapport à l'argent qui est très différent. Ce qui fait que quand on interroge les entrepreneurs et les entrepreneuses, on se rend compte que vraiment leur leitmotiv, c'est la recherche de la rentabilité plutôt que la course folle à la levée de fonds. Alors après, ça a un petit peu changé depuis la crise Covid parce qu'il y a eu aussi
on va dire, on est revenu un peu plus les pieds sur terre en termes de valorisation des startups et de valorisation des entreprises. Mais du coup, les femmes vont beaucoup plus chercher la rentabilité et développer du chiffre d'affaires et trouver le point mort, alors que les hommes vont aller chercher des croissances plus importantes et donc souvent de la levée de fonds, là où du coup la levée de fonds n'est pas du tout perçue comme un critère de réussite de l'entreprise par les femmes. Hmm. Est-ce que tu as des exemples d'entreprises que vous auriez pu accompagner au sein de Willa où tu sais que la maternité a pu être un déclencheur? Alors ça, c'est une excellente question. Je t'avouerai que là, j'ai pas d'exemple. Dans les projets, par contre, ce que je peux citer comme exemple, il y a des projets où il y a plusieurs associés et la parentalité, du coup, et la survie de l'entreprise a été mieux vécue. Et parce que ça permet d'avoir un relais. J'ai un exemple de start-up où c'était 2 fondatrices, 2 cofondatrices, et les 2 sont tombées enceintes à 3 mois d'intervalle. Donc ça a été un peu rock'n'roll, mais ça s'est bien passé. Il y en a une qui était toute seule et qui a eu son 3e enfant dans la première année du lancement de sa start-up. Et finalement, en fait, elle a créé, elle a embauché une équipe avec des directeurs de pôle qu'elle a formés pour tenir la boîte en son absence. Et ça, je trouve que c'est assez inspirant. Enfin, il y a plein de modèles différents. Ouais, finalement, ça revient un petit peu à l'idée d'obstacle, qu'en fait, c'est comme tu disais, le coup de pouce ou le coup de pied. Ouais. Et que finalement, ça a été un tel bouleversement que c'était bon, ok, j'ai pas le choix, en mode survie, quoi, pour trouver des idées pour leur start-up. C'est exactement ça. C'est d'un obstacle, finalement. Je trouve que les femmes ou les hommes aussi le transforment en opportunité et de se dire, en fait, mes journées, elles sont pas extensibles. Quand je deviens parent, elles le sont presque encore moins. Du coup, je dois être extrêmement efficace. Je dois apprendre à déléguer aussi. Et du coup, limite, on augmente aussi la productivité et la performance de l'entreprise. Ça, ce serait intéressant pour peut-être une V2 de l'étude d'ailleurs. Du coup, de voir de faire ce focus et de voir les différences en termes de performance des entreprises en fonction de la parentalité de l'équipe dirigeante. Oui, tout à fait. Ça, c'est une super donnée. En tout cas, c'est vrai que même moi, pour avoir échangé avec des entrepreneuses qui ont pu lever des fonds, pareil, enceintes, ou alors qui s'étaient donné des deadlines, en fait, en se disant, en fait, là, j'ai pas de filet après mon congé mat, je me lance dans l'entrepreneuriat, ok, je vais toucher le chômage X temps, mais il y a un moment où il va falloir me lancer, et si ça marche pas, ça marche pas. Et en fait, ça leur a donné des ailes, ça leur a donné je pense qu'il y avait la peur en fait de ne pas réussir et en même temps cette nouvelle responsabilité, mince, j'ai une nouvelle bouche à nourrir, faut pas que je me plante. Donc il faut que j'y aille en fait, sinon c'est maintenant ou jamais. Ouais, exactement. Et après, là où il y a des différences entre les hommes et les femmes, notamment comme tu parlais là de la levée de fonds, j'ai aussi beaucoup malheureusement, moi du coup ça fait 7 ans que je suis chez Willa et j'ai vu beaucoup de femmes enceintes qui ont caché leur grossesse. Et ça n'arrive du coup pas que dans le salariat, où jusqu'à 5-6 mois, jusqu'au moment où on peut arriver à le cacher, celles qui étaient en levée de fonds, en fait, le cachaient. Parce que c'est encore mal perçu par pas mal de personnes de savoir que si un des associés attend un enfant, et pour le coup, un homme peut le cacher, une femme, au bout d'un moment, aura du mal à le cacher. Du coup, ça fait peur aussi. Ça fait peur aux investisseurs. Vous avez eu des cas où les investisseurs se sont rétractés ? Oui, il y en a plein. Et après, c'est un peu à double tranchant parce que en tant qu'entrepreneuse, si j'ai un investisseur ou une investisseuse qui veut pas me soutenir parce que je vais devenir maman, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir cette personne à mon board qui devient associée de mon entreprise? Pas vraiment ou pas forcément. Donc c'est parfois franchement un mal pour un bien aussi. Comment est-ce que vous accompagnez, vous, ces femmes, même si vous accompagnez pas les femmes spécifiquement, effectivement, qui sont enceintes, qui sont mamans, etc. Mais je suppose que vous avez mis en place quand même peut-être des process ou des choses pour aider les femmes qui entreprennent après avoir eu des enfants, ou même, comme tu le disais là, en étant enceinte. Par exemple, tu me racontais l'histoire de cette femme qui a recruté toute une équipe. Est-ce que, par exemple, ça c'est quelque chose où vous aidez les entrepreneuses ?
Oui, tout à fait. En fait, je vais dire, on essaye d'agir. Alors, on agit, mais il y a tellement de choses à faire je vais dire, on essaye d'agir sur deux pans différents. D'un côté, on va accompagner les femmes, parce qu'on a quand même un accompagnement plus spécifiquement pour les cofondatrices et les fondatrices que pour les hommes. Du coup, on va accompagner les femmes à avoir les codes et les clés pour justement vendre leurs produits, pour aller lever des fonds et savoir du coup comment réagir face à un ou une investisseuse. Et de l'autre côté, on va aussi essayer d'agir sur les biais et donc de façon beaucoup plus large pour montrer que c'est important de se débiaiser parce que en tant qu'investisseur ou investisseuse, finalement, on a souvent tendance à investir dans les projets qui nous parlent, dans les personnes qui nous ressemblent. Et donc, c'est important de prendre conscience que on a ces biais qui s'activent de façon souvent inconsciente et qu'en fait, on peut passer à côté de pépites, tout simplement parce qu'on ne se rend pas compte qu'on investit dans des projets qui nous ressemblent. Donc on a des ateliers de sensibilisation, des formations au biais pour essayer de faire bouger les mentalités. Mais ça prend beaucoup plus de temps que de donner les clés aux femmes et pour essayer finalement de rentrer dans un moule qui reste aujourd'hui plutôt masculin. Ce qu'on essaye de faire aussi en parallèle, c'est de montrer que justement il y a un autre moule et qu'il n'y a pas forcément un seul moule qui répond aujourd'hui à des codes masculins qui fonctionnent. Et justement, donc, j'aimerais reprendre un point important que tu as évoqué tout à l'heure, c'était le fait que les femmes donc, se lancent plus tard dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a une question d'éducation, mais aussi peut-être de prudence, et notamment de prudence au niveau du financement. Finalement, on voit que malgré tout, il y a quand même un gros gap dans l'apport de capital initial quand on est une femme et qu'on veut lever des fonds, quand on veut financer sa start-up. Euh, Quels sont, à ton avis, les défis que les femmes rencontrent en matière de financement quand quand elles veulent créer une start-up, sachant que elles veulent quand même préserver, on va dire, leur autonomie? Ouais, alors ça, du coup, c'est assez féminin aussi. Pareil, il n'y a pas de jugement et c'est pas forcément bien ou pas bien, mais c'est une question, nous, ce qu'on voit souvent, c'est une question d'ambition. On a eu à un moment, plutôt avant le Covid, des femmes qui venaient nous voir, qui s'étaient lancées dans l'entrepreneuriat et qui nous disaient moi j'ai envie de lever des fonds, j'ai envie de lever mon premier million, et qui arrivaient en pitchant chez Willa pour être accompagnées, en présentant une stratégie de financement avec de la levée de fonds. Et en fait, quand on creusait un petit peu, en fait, elle n'avait pas du tout envie de lever des fonds et elle se conformait plutôt à ce qu'on attendait d'un projet qu'on appelle start-up et donc qui va plutôt aller chercher de la croissance. Ce qu'elle voyait en fait finalement chez les autres ou même dans la culture générale qui entoure l'univers de la start-up. Exactement, qu'on doit forcément lever des fonds pour réussir. Et là, c'est pas forcément vrai. Donc nous, d'ailleurs, on travaille aussi là-dessus en disant il faut que tu développes un projet qui te ressemble et dans lequel tu te projettes. Et si tu ne veux pas lever des fonds, c'est pas grave. Il faut pas que tu lèves des fonds pour lever des fonds. Parce que derrière, justement, il y a des implications de dissolution du capital, donc aussi perte de contrôle ou d'autonomie sur le développement de l'entreprise. Et puis tu dois rendre des comptes aussi. Exactement. Tu dois mettre en place des boards. Bien sûr, ils ont un droit de regard et un droit de décision sur un droit de vote sur les décisions stratégiques qui sont prises pour l'entreprise. Et puis surtout, ça reste une personne qui investit. Donc son objectif, c'est de faire du x5, x7, x10 sur la mise de départ. Puisque si c'est un business angel, c'est son argent personnel. Si c'est un fonds VC, c'est de l'argent qui est placé. Donc l'objectif, c'est toujours de multiplier l'apport de base. Ouais. Exactement. Ça reste un placement financier pour ces personnes. Et il ne faut pas oublier l'intérêt que les personnes ont. En revanche, il y a des projets qui sont très ambitieux et où il faut aller vite. Et où du coup ça demande pas mal de financement. Et du coup la levée de fonds est un peu un passage entre guillemets obligatoire parce que c'est ce qui va permettre d'accélérer et de booster le développement de la start-up. Et c'est là où on travaille aussi dessus et c'est très compliqué de se dire finalement souvent en tant que femme on n'a pas forcément envie de lever des fonds, mais est-ce qu'on n'a pas envie de lever des fonds parce que ça ne nous correspond pas comme levier de financement? Ou est-ce qu'on ne veut pas lever des fonds parce qu'on nous a toujours dit que ça allait être compliqué, que ça allait être dur et que c'était pas fait pour nous? Et ça,
Ça, c'est très difficile et donc on accompagne aussi les entrepreneuses à se poser les questions, à travailler leur vision, à travailler leur feuille de route et de se dire dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie de rester seule à la tête de mon entreprise? Est-ce que je veux gagner beaucoup d'argent? Est-ce que je veux créer une équipe? Est-ce que je veux être au niveau national, à l'échelle d'une ville, à l'échelle du monde? Et ça, c'est des questions qui du coup influencent la façon dont je vais me financer. Donc dans les défis, en fait, il y a presque ce premier défi de se dire, est-ce que je veux vraiment lever des fonds ou est-ce qu'en fait je ne veux pas lever des fonds? Et si je ne veux pas en lever, pourquoi? Est-ce que c'est vraiment une décision que j'ai en pleine conscience, entre guillemets? Et après, pour celles qui veulent lever des fonds, on en a plein des femmes qui sont ambitieuses, qui ont des business models qui fonctionnent, qui ont de la traction sur leur marché et qui pourtant ont encore du mal à lever des fonds. Alors le gap, il ne se fait pas forcément sur le capital initial qui est apporté. Parce que la levée de fonds et du coup le montant levé par rapport à la dissolution va plutôt être par rapport à la valorisation de l'entreprise et donc du coup plutôt ce qu'elle a réussi à avoir ou à développer ou sur les actifs que la start-up a. Mais c'est difficulté de se retrouver face à des hommes blancs d'une 50aine d'années qui du coup sont différents de mon profil en tant que femme. Je porte potentiellement un projet qui est dans un secteur qui aujourd'hui est moins valorisé parce que les projets à impact social ou à impact tout court sont beaucoup moins financés, même si c'est en train de changer et d'évoluer dans le bon sens. Et après, potentiellement, je peux manquer de codes parce qu'il y a vraiment, c'est un vrai exercice de lever des fonds, il y a des codes et il y a des personnes qui ont déjà les codes de par leur expérience scolaire ou professionnelle et d'autres qui n'en ont pas. Et donc c'est important aussi de s'entourer pour développer son réseau et puis pour savoir surtout comment pitcher, comment valoriser sa boîte, comment se mettre en valeur et comment mettre en valeur l'entreprise pour convaincre des personnes de s'associer à vous finalement. Ce sera finalement peut-être des questions à mettre dans une V2 de l'étude. Pourquoi vous ne faites pas de levée de fonds? Quels sont les freins? Quelles sont les alternatives? Ça peut être intéressant effectivement de voir, parce que c'est vrai que, en tout cas dans l'univers, on va dire ce qu'on disait tout à l'heure, de la culture générale autour de la start-up, les shows américains et cetera, c'est quand même beaucoup, beaucoup de levées de fonds et notamment des levées de fonds auprès d'investisseurs, quand même pour la plupart, masculin. Donc effectivement, ça peut être intéressant de creuser ça, mais ce que tu dis, effectivement, ça coule de sens, en fait. Tout le monde n'est pas obligé de lever des fonds. Il faut plutôt se faire une vision dans le futur de son entreprise pour voir ce qu'on souhaite vraiment comme positionnement, comme croissance, et voir si c'est pertinent. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'aimerais te demander comment est-ce que toi, tu vois l'évolution du paysage de l'entrepreneuriat féminin dans les prochaines années, et en particulier donc pour les femmes qui peuvent devenir entrepreneuses après avoir eu des enfants. Alors moi je vois une évolution positive déjà dans les dernières années parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui entreprennent et donc des femmes qui ont ou qui n'ont pas d'enfants mais qui entreprennent et qui se lancent dans des milieux qui sont même dans l'entrepreneuriat innovant encore très masculin, comme les secteurs de la fintech, de l'intelligence artificielle, du quantique, de la deep tech, là où les femmes restent encore très très absentes, mais il y en a de plus en plus. Je vois qu'on en parle, ne serait-ce que par rapport à 2017 et aujourd'hui, on parle de plus en plus du sujet, on parle de plus en plus d'égalité professionnelle et économique entre les hommes et les femmes. Il y a de plus en plus d'initiatives qui se lancent. Si on reparle de la levée de fonds, par exemple, depuis moins de 3 ans, il y a plusieurs fonds d'investissement qui se sont créés pour des business portés par des femmes ou par des équipes mixtes qui n'existaient pas du tout avant. Il y a par exemple, il y a le fonds Sista, il y a Win Equity, qui est le fonds de Femmes Business Angels, il y a Leia Capital, il y a Olympe Capital, et ça c'est des fonds qui n'existaient pas il y a encore 3 ans. Donc ça c'est un vrai boost. Il y a de plus en plus de programmes d'accompagnement qui sont dédiés à l'entrepreneuriat des femmes. Il y a des réseaux de femmes chefs d'entreprise qui se structurent de plus en plus. Nous, il y a 20 ans, on était les seuls sur le marché. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et c'est très bien parce que ces programmes favorisent l'émergence de projets portés par des femmes et favorisent aussi les chances de succès. Donc ça évolue. Après, il y aura toujours un
un plateau dans le nombre d'entreprises créées parce que finalement l'entrepreneuriat, qu'on soit un homme ou une femme, c'est pas du tout un Eldorado et c'est pas du tout le paradis sur Terre. Et j'ai presque envie de dire c'est l'un des métiers les plus difficiles qu'on peut choisir. Mais c'est le métier, l'un des métiers les plus challengeants et les plus excitants. Donc il faut surtout pas hésiter à y aller quand on le sent. Mais du coup, je vois plutôt une évolution positive et je pense qu'on arrivera de mieux en mieux à gérer la parentalité en tant que femme notamment. Parce que les pères sont de plus en plus investis dans la vie familiale, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore 20 ans. Donc c'est positif et j'espère que ces changements vont perdurer, même avec l'évolution de notre société et les perturbations politiques qu'on peut voir en ce moment. J'espère que ça va continuer. D'ailleurs, j'avais une question. Est-ce que vous avez des entrepreneurs qui entreprennent en couple au sein de Willa ? Oui, on en a quelques-uns. On a des entrepreneurs... On en a un, ils ont lancé une boîte après 30 ans de mariage et 4 enfants. Donc là, les enfants étaient passés, ils étaient tous majeurs. Et donc, ça pose aussi la question de quand j'ai un profil qui change de ce qu'on a l'habitude de voir, parce que c'est beaucoup des personnes blanches de 35 ans qui sortent de grandes écoles. Donc, ça casse aussi un peu les codes. On a des frères et sœurs aussi qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Après, c'est aussi un frein pour le coup dans la levée de fonds parce que beaucoup de personnes voient ça encore comme un obstacle dans le sens où si jamais on se sépare ou il y a un problème de famille, en fait ça va impacter l'entreprise. Et tu penses que ça fait peur aussi peut-être aux investisseurs d'investir dans des structures très familiales ? Oui, ça leur fait. Alors après, ça dépend encore des investisseurs et investisseuses, mais souvent ça leur fait peur. Ce que je trouve un peu bizarre entre guillemets, parce que quand on s'associe avec son ou sa meilleure amie ou avec quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément ou un ancien collègue, on peut aussi se séparer. Enfin, vraiment, l'association, bien sûr. J'ai envie de dire, c'est presque plus engageant qu'un mariage. Enfin, c'est encore plus dur que de trouver son mari ou sa femme, son partenaire de vie, parce que on passe plus de temps avec ses associés dans l'entreprise qu'avec son conjoint ou sa conjointe. Donc c'est difficile. Ouais, vaut mieux bien s'entendre. Et d'ailleurs, quels seraient les 5 conseils que tu donnerais pour bien se lancer dans l'entrepreneuriat quand on est maman en plus ? Alors moi, le premier que je donnerais, c'est d'oser. C'est bête, mais en fait, souvent on n'ose pas. Et encore plus quand on est une femme, on nous a souvent appris à rester à notre place. Et donc du coup, c'est vraiment oser. Oser pour ne pas regretter et se dire finalement, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Quitte à du coup mettre sur papier qu'est-ce qui me fait peur, quels sont mes blocages, qu'est-ce qui fait que je me sens pas en capacité d'oser. Donc ça, c'est vraiment le premier. Le deuxième, ce serait de s'entourer. Alors bien sûr d'un incubateur comme Willa exceptionnel, mais pas que. Vraiment de s'entourer parce que c'est important de pas être seul. Donc ça peut être d'aller dans un espace de travail, ça peut être de travailler ou pas d'embaucher, mais de travailler avec des experts et des expertes qui vont pouvoir accompagner sur des sujets très spécifiques, parce que quand on se lance, on nous demande finalement de maîtriser un peu toutes les casquettes, mais on ne maîtrisera jamais toutes les casquettes, c'est impossible. Donc vraiment de s'entourer d'experts, de faire partie d'un réseau d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, vraiment ne pas rester seul, je trouve que c'est l'une des clés. Moi, c'est l'une des erreurs que j'ai faites et qui m'a beaucoup pesé. Donc c'est s'entourer pour aller plus vite, plus loin et sortir de la solitude de l'entrepreneur. Je dirais aussi de se préserver. On prend souvent la métaphore de l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Un peu comme la parentalité finalement. Si on se crame la première année, c'est mort en fait. Donc vraiment de perdre du temps entre guillemets à court terme pour en gagner aussi à long terme, et donc apprendre à dire oui et surtout savoir dire non, savoir dire stop, arriver à mettre une conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est très compliqué. Je sais de quoi je parle et je sais que quand on est investi, motivé à 1000% dans son projet, c'est très compliqué. Et puis surtout, on va en rêver, on va penser à ça tout le temps, mais c'est important de prendre des moments pour soi, de prendre des moments avec sa famille, ou quel que soit ce qu'on aime faire, mais de ne pas être à 100% de son temps sur la boîte, parce que sinon, en fait, on va aller au burn-out.
Et c'est pas que la première année. C'est vraiment pas que au début. C'est tout au long de la vie de l'entreprise. Il y a des phases de croissance et ça, c'est important de se préserver et finalement de faire preuve un peu d'égoïsme et de penser à soi. Tout à fait. Non, mais c'est super important. Ensuite, je dirais de parler de son projet. J'avais aussi ce syndrome au début de ne pas vouloir parler de mon projet, de peur qu'on me le vole ou qu'on me pique l'idée. Et ça, je le vois avec beaucoup de femmes qui tapent à la porte de Willa. Et c'est une vraie erreur parce qu'en fait, si c'est une bonne idée, vous pouvez être sûr qu'il y a plein de personnes qui travaillent dessus. Et c'est plutôt bien parce que ça veut dire qu'il y a un marché. Et en plus, souvent, l'idée qu'on a au début, c'est pas forcément l'entreprise après. Et la boîte, elle va pivoter plein de fois, le modèle économique va changer, ça va bouger. Et c'est en parlant que ça va la faire évoluer. Donc vraiment, parler de son idée, parler de son projet, ne pas le garder pour soi et aller le confronter le plus vite possible. Il faut surtout pas attendre, et ça, je trouve que c'est très féminin, en tout cas dans ce que je vois autour de moi, c'est qu'on attend d'avoir le produit parfait avant de se lancer. Et il faut surtout pas. Vraiment, il faut surtout pas. Il faut... c'est un peu la théorie du Lean Startup. On ne construit pas une Porsche directement, en fait, parce que si on a juste 2 roues, ça sert à rien, personne ne peut l'utiliser. Alors que si on veut faire une Porsche, peut-être qu'on va commencer avec un skateboard, puis avec une trottinette, puis un vélo, puis une moto, puis une Clio Renault, et puis ensuite on va avoir la Porsche. Donc de tester sans dépenser trop d'argent au début. Donc il faut en parler. Et puis le dernier, un 5e, ce serait le pourquoi tu te lances, pourquoi tu te lèves les matins, et donc de se poser régulièrement, soit seul si on est seul à développer son entreprise, soit avec ses associés, de se poser sur son why, sur sa raison d'être, sur sa vision, sur où est-ce que j'ai envie d'être dans 5 ans, dans 10 ans, pour ne pas se retrouver un matin en se disant... en fait, je ne sais plus pourquoi je me lève le matin et j'ai plus la force, j'ai plus la motivation. Donc, qu'est-ce qui te pousse à continuer à te lever tous les matins pour développer ton entreprise et finalement à passer plus de temps sur ton projet qu'avec ta famille, avec tes enfants ? Oui, ça, c'est des sacrées questions à se poser quand même parce que, comme tu le disais, entreprendre, c'est une sacrée implication de vie, une sacrée responsabilité quand on a une famille en plus... un couple, une vie de femme, tout simplement une vie à gérer, c'est quand même... il faut avoir le cœur et le moral et l'esprit bien accrochés. Tout à fait, et souvent au début on se concentre vraiment sur aller chercher des clients, sur communiquer sur le projet, aller chercher des financements, et parfois on oublie que se reposer sur pourquoi on fait ça, finalement c'est ce qui va nous aider à convaincre des gens aussi de nous rejoindre, de nous financer, de devenir partenaire, de devenir client, de devenir fournisseur. Et donc le pourquoi, c'est la base en fait du projet. Et ça peut évoluer dans le temps, parce qu'on évolue dans le temps. Un 2e, un 3e, un 4e enfant, ça change et on change dans la vie, donc c'est important de se reposer là-dessus. Merci en tout cas, Flore, pour ton partage, pour ton témoignage dans Biz & Bibs. On peut retrouver donc l'étude Gender Gap sur votre site. hellowilla.co. Parfait. Merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage. Et si vous êtes intéressé, je vous mettrai les ressources, donc hellowilla.co, dans la description de cet épisode. Et n'hésitez pas à aller suivre Flore Egnel sur LinkedIn si jamais vous voulez discuter avec elle. Merci beaucoup en tout cas. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Biz & Bibs. Merci infiniment pour votre soutien. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou à vous abonner à l'émission dans votre appli de podcast préféré pour être tenu informé des prochains épisodes. Retrouvez-moi sur mon compte Instagram estelle.ducommun ou abonnez-vous à la page LinkedIn Biz & Bibs le podcast pour découvrir les coulisses des épisodes. Je vous dis à très vite pour une nouvelle interview avec un parent inspirant.